Bonjour et bienvenue sur ce 4e volet de la série Mima, 1000 idées pour 1000 agapés. Une petite précaution avant de démarrer ici, il y aura 4 propositions, les deux dernières peuvent être un petit peu plus longues à développer. Et ce serait mieux d'écouter ce volet 4 en journée plutôt qu'en soirée, en tout cas pas juste avant d'aller vous coucher. Et si c'est le soir quand même, faites autre chose avant d'aller dormir. Vous savez que vos 3 dernières minutes avant d'aller vous mettre dans les bras de Morphée sont très très importantes. Vous endormir sur les idées les plus positives avec le cerveau dans les meilleures dispositions pour être très serein, très sereine avant d'aller dormir. Voilà pour la petite précaution. Cette série Mima, donc, qui est dédiée à exercer notre esprit critique autour de propositions, d'idées, de concepts, de ce qui a été dit sur la toile ici, aussi bien dans la bulle flamme jumelle, mais ça peut aussi être par ailleurs, et puis de réflexion à avoir sur ce qui peut être donner autrement, des avis différents, on peut être d'accord, pas d'accord, en résonance, pas en résonance, voilà. Et on en discute ici, et c'est pour vous permettre aussi de prolonger la réflexion à un niveau individuel ou en groupe entre vous sur ce genre de propositions. Voilà ici la première proposition, donc une question qui m'a été posée par mail. Peut-on voir les auras des personnes? Peut-on voir dans les auras des personnes qu'elles sont connectées à leur flamme jumelle? Alors je pense que la question plus précisément c'est est-ce que les auras des deux jumeaux peuvent nous permettre de confirmer que ces deux-là sont bien dans un duo flamme jumelle et sont bien les jumeaux l'un de l'autre ou jumelles l'une de l'autre? Petit rappel avant de vous donner mon point de vue et ma réponse rapidement. Le champ aurique, donc, ou les auras au pluriel, sont des émanations qui se manifestent autour du corps, donc on en appelle aussi les corps subtils d'ailleurs, autour du corps de nous, êtres humains, mais aussi autour du corps de tout être vivant. Comme des émanations qui pourraient paraître plus ou moins lumineuses, dans le sens... alors, quand on peut les voir, on peut voir aussi des couleurs pour certaines personnes, mais ça peut se manifester de diverses façons, bien sûr. On peut les sentir comme avec les mains quand on est proche du corps. Vous savez qu'il y a plusieurs... Alors, ce ne sont pas des couches vraiment précises, mais ce sont des champs qui s'interpénètrent et on peut soit voir des couleurs, soit les sentir. Il y a diverses perceptions extrasensorielles de ces champs, corps d'énergie subtile autour du corps physique qui ont diverses consistances, diverses fréquences aussi au niveau de la mesure de l'onde qu'ils suscitent, qui sont plus ou moins harmonieux, plus ou moins pleins, plus ou moins creux, qui peuvent présenter des infractuosités et qui sont mesurables, mais aussi qui changent au long de la journée. Ils ne sont pas constants, ils n'ont pas toujours le même aspect. L'intégralité du champ dans son ensemble sur une journée, sur une semaine, sur un mois, bien sûr, sauf grands changements qui interviennent à ce moment-là, et se présente toujours à peu près de la même façon. Alors entre les personnes qui les perçoivent plutôt comme une sorte de toucher de corps invisible ou les personnes qui voient des couleurs, ça dépend donc de la façon dont on a été amené à découvrir ces champs à un niveau personnel. Je dirais que si on a voulu voir quelque chose, qu'on a fait un stage pour voir les couleurs des auras ou qu'on a pris des livres ou des vidéos internet, il se peut qu'on se mette à voir des couleurs. Est-ce que ça n'est pas de l'induction là aussi au niveau mental? Et puis on a été entraîné comme ça, donc ça va être visualisé sous forme de couleurs. L'esprit est très très puissant et ce qu'il veut voir, il le voit. Si ça existe, hein, je ne parle pas de voir ce qui n'existerait pas, mais il le voit de la façon dont on lui a dit que ça devait être vu. Ça n'est pas tout à fait mon cas. Il me semble que c'est au ressenti encore plus fin, plus précis, plus de détails que de le voir dans un ensemble de couleurs qui peuvent être un peu réparties différemment. Et on prendra ici, par exemple, le fait de voir ces couleurs d'aura autour d'un jumeau. Donc prenons l'exemple d'un rose pastel un peu avec du blanc, donc très clair, et puis aussi
quelques effluves argentés, on va dire, qui ne seront pas répartis également tout au long du corps. Vous tracez un grand ovale autour du corps de la personne qui l'entoure en entier, ce champ et cette couleur. Et puis ce sera un petit peu plus ou moins rose plus prononcé, rose très pâle, plus d'effluves argentés à certains endroits, sûrement au niveau de la tête selon l'ouverture des chakras ou sur le chakra du bas si c'était une autre couleur bien sûr. Ici prenons l'exemple d'une aura qui est rose pastel avec des effluves argentés. Admettons que l'autre jumeau ou la jumelle soit là et qu'on lui trouve ce même genre de couleur d'aura rose pastel avec des effluves argentés. Mon raisonnement est 7,5 milliards d'êtres humains. Tous ces êtres humains ont une aura. Tous les animaux, tous les êtres vivants, il y a des effluves. On parlera peut-être moins d'aura sur du végétal et du minéral, mais au moins des effluves photoniques. Si ces deux jumeaux ont le même genre d'aura, rose pastel, avec des effluves argentés, à peu près même largeur, voilà. Est-ce que ce sont les deux seuls sur les 7,5 milliards d'êtres humains qui auront ce genre d'aura ? Je ne pense pas, bien que je n'ai pas pu voir 4 ou 10 ou 20 auras pareilles d'un groupe de personnes qui soient les unes à côté des autres. En général, ce qu'on a pu ressentir ou voir, nous, thérapeutes, en perception extrasensorielle, c'était différent d'une personne à une autre. Donc effectivement, s'il y a similitude entre deux couleurs d'aura, entre guillemets couleurs, hein, ce sont des perceptions vraiment très fines, ça n'est pas comme la couleur de vos écrans d'ordinateur. Est-ce que ces auras sont exactement réparties de la même façon au niveau du buste, de la taille, des genoux, de la tête, au-dessus de la tête? Est-ce que toutes les couleurs sont exactement pareilles au même endroit? Est-ce qu'elles ont la même consistance en tant qu'effluve, la même densité? Déjà, il faudrait y regarder dans tous ces détails. De plus, est-ce qu'il n'y aurait que 2 personnes qui présenteraient cette similitude sur 7,5 milliards d'êtres humains? Je ne pense pas. Cela dit, ça signale sûrement qu'elles sont dans un même état, à un niveau vibratoire et dans leur taux vibratoire et ouverture des chakras. Vous savez, je vous avais fait cette différence dans une vidéo entre ouverture des chakras, taux vibratoire et niveau vibratoire. Le niveau vibratoire, je le rapporte à l'expérience de cette âme qui est venue s'incarner dans ce corps, à ses origines, les univers par-delà lesquels elle a pu cheminer. Donc il se peut que ces deux êtres avec des auras similaires soient d'une même famille d'âmes, par exemple, si on voulait retourner à un concept plus terrestre, soit d'un même niveau d'évolution spirituelle, soit d'un même état de santé, et tout cela à la fois sûrement. Est-ce qu'il n'y aurait pas au moins 2 autres ou 4 autres ou 10 autres ou 100 autres êtres humains qui seraient dans ce même état? Je pense que si. Est-ce que ça suffit pour en conclure que ces 2 personnes-là sont flammes jumelles? Pour moi, non, ça ne peut pas être formel, même si le fait qu'il y ait des similitudes rend ces 2 personnes assez semblables quant à leur état énergétique en tout point. D'où leur vient cet état? Est-ce que c'est ce niveau vibratoire de l'âme? Est-ce que c'est une très grande évolution spirituelle? De l'extérieur, sans avoir les cas concrets devant moi et percevoir leurs énergies, moi je ne pourrais pas dire oui. En plus, ma démonstration précédente peut amener à penser que ce ne seraient pas ces 2 seules personnes-là qui auraient ces 2 presque mêmes auras, presque similaires. Donc ça ne suffit pas pour moi, encore une fois, à conclure qu'on est flamme jumelle quand on a une même genre d'aura, si tant est que la personne qui perçoive ces auras les perçoive avec une totale liberté, et non pas dans des pensées induites de l'induction mentale, de formation, stage, livres, etc. qu'elle aurait faites et où les choses doivent être comme on lui a dit ou elle a appris et non pas une découverte complètement naturelle. Ça, c'est la première conclusion. Et une conclusion corollaire, c'est sur ce souhait, je ne vais pas dire volonté, mais ce souhait de toujours vouloir avoir des confirmations extérieures sur des éléments, même pas vraiment tangibles, mais en tout cas plus affirmés, qui ne relèvent pas simplement des ressentis personnels, mais qui viendraient d'une personne extérieure qui verrait certaines choses et qui pourrait valider. Et cette volonté d'avoir besoin de validation extérieure, on en revient toujours à cela. On peut se poser la question aussi sur les personnes qui veulent une validation avec une synastrie. Question, est-ce que l'astrologie est capable de dire si 2 individus sont flammes jumelles? On pourra voir cette question par ailleurs.
ça pose question de se poser d'avoir ce besoin de validation extérieure sur le pourquoi. Et est-ce que ça n'est pas, d'autres le disent aussi, une volonté de l'ego? Je vous laisse y réfléchir pour cette première proposition. On pourra d'ailleurs citer sur ces auras, pour faire une petite extension, que par exemple la dénomination indigo, enfant indigo, vient d'une couleur d'aura qui serait de cette couleur indigo, et puis il y aura eu ensuite les enfants arc-en-ciel, cristal même juste avant, et puis on parle aussi des enfants diamants. Voilà pour cette première proposition. Nous passons à la deuxième, plus courte. Donc cette phrase qui dit « Le runner détient la clé du déclenchement des retrouvailles ». Alors c'est toujours ce souhait aussi de faire reposer sur l'un ou sur l'autre dans ce duo, quand on les nomme runner et chaser, dans ces profils psychologiques par rapport à leur personnalité spécifique, à leur mécanisme de fonctionnement, et il y en a beaucoup. Et ce serait un peu, puisque c'est la même chaîne aussi qui disait auparavant, c'est parce que le chaser n'avance pas que la situation est bloquée, et donc ça appartient au chaser de débloquer la situation. Et puis derrière maintenant, dans la même chaîne, c'est le runner qui détient la clé du déclenchement des retrouvailles. Donc c'est un coup l'un, un coup l'autre, et d'entre les deux, mon cœur balance. Donc si on part dans ce genre de choses, déjà, c'est soit l'un, soit l'autre, pas les deux. Et en plus, on le sait, dans un duo, les deux avancent en parallèle, chacun à leur façon, chacune à leur façon, avec leur propre fonctionnement qui vient de leur origine de personnalité, de leur trait de caractère du départ, qui se transforme avec des énergies qui se libèrent, des guérisons qui se font sur l'émotionnel, des ouvertures de cœur qui se sont faites aussi, qui permettent l'ouverture de conscience, qui est bien l'ouverture de conscience à un niveau spirituel et qui amène à l'éveil spirituel, donc qui nous met en lien avec la conscience supérieure. Ne pas confondre l'ouverture de conscience avec la conscientisation qui est égale à la mentalisation, elle. Et donc ici, on sait que ça n'appartient pas que à l'un et que à l'autre. On le dit pour les personnes qui voient cela sous deux profils, que l'un et l'autre vont apporter à leur façon des solutions et des résolutions à la séparation, que l'un et l'autre sont acteurs dans les retrouvailles, que l'un et l'autre sont acteurs dans la réunion, et même pour toute la suite, c'est un tandem qui travaille de concert, même séparé, avec des moyens, des façons d'être, des façons de faire différentes. Donc les retrouvailles n'appartiennent pas plus au runner qu'au chaser. Le blocage de la situation pendant la séparation n'est pas dû plus au chaser qu'au runner. Je vous ai fait ces 3 vidéos. Alors peut-être que les personnes font des synthèses et puis n'ont pas elles-mêmes effectué les comptes rendus de témoignages accumulés, des dizaines et des dizaines de témoignages en plus de leur vécu personnel. Et puis finalement, entre les deux, mon cœur balance, parce que ça ne vient pas d'un travail personnel, mais de synthèse de plusieurs choses entendues sur les vidéos, notamment ici, le runner détient la clé du déclenchement des retrouvailles. Ça viendrait du fait d'avoir dit que le runner, par ailleurs, et ça a été repris un petit peu en chœur aussi à un moment, serait porteur de réunion et que tout reposerait sur lui quelque part pour cette réunion. Donc le chaser, les mains sur les hanches, et dit à son runner « Alors, qu'est-ce que tu fais? J'attends. » Enfin, on en est un petit peu là quand on a ce genre de proposition. Le runner détient la clé du déclenchement des retrouvailles. D'une part, ça lui ferait peser beaucoup sur les épaules et les deux ont leur responsabilité. D'autre part, ça n'est tout simplement pas le cas à l'observation dans les duos. Voici ici pour ma conclusion. 3e proposition, ça va être un peu plus costaud, accrochez-vous, j'espère que vous n'êtes pas trop endormis, pas forcément d'une super énergie, bien sûr, toujours, puisque voici la phrase. Alors ça commence très fort en début de vidéo, une vidéo qui date du 4 février 2019, cette phrase dit: et les personnes pensant recevoir les belles pensées de leurs jumeaux ne feraient que recevoir les pensées démoniaques. Pause. Faisons une minute de silence. Je plaisante. Alors il y a
Un contexte de quelques phrases avant que l'on peut citer, effectivement, qui sera le tout début de la vidéo et cette phrase qui va suivre à 0 minute 48 comme je viens de vous la citer, afin de ne pas décontextualiser. Ici, nous aurons l'intégralité du propos en un paragraphe, donc, qui n'est pas très long, mais les idées évoquées vont être un petit peu décortiquées, pas très longtemps, parce que ça n'est pas très compliqué non plus. L'idée de la personne, on la connaît. Donc ça commence ainsi, juste avant cette phrase que je viens de vous énoncer. La dimension unifiée des pratiques spirituelles encouragerait à la fusion des codes polarisés dans un monde de séparation et de partage. Un monde de séparation et de partage. Ça ne va pas tellement ensemble, c'est un peu tout et son contraire dans cette même fin de phrase. La séparation n'évoque pas la notion de partage. Et la notion de partage évoque le être ensemble et non pas être séparé. Déjà là, on a un discours paradoxal par rapport à ces deux mots qui veulent dire un peu tout et son contraire. Donc ce qui est entendu ici par dimension unifiée, unification du yin et du yang, fin de la dualité. Pour moi, l'unification n'existe qu'au niveau de la source. L'énergie double yin et yang est réelle pour nous êtres humains, sur Terre, mais aussi en dehors, partout ailleurs dans l'univers. Tout ce qui est extériorisé de la source, pour moi, fonctionne sous cette énergie double, imbriquée, complémentaire du yin et du yang, ici sur Terre et ailleurs. Donc pour moi, la dimension unifiée serait la source. Ici, ça n'est pas le cas. Cette personne entend par dimension unifiée ce qu'elle appelle aussi monde angélique. Monde angélique, c'est bien vague. Qui sait quelle évolution, quel plan de conscience, quelle vibration, quelle race extraterrestre ou non incarnée dans des corps, dimension unifiée, ça veut tout dire, plein de choses et c'est pas forcément précis. Donc, où on est quand on est dans la dimension unifiée, on ne sait pas trop. Fusion des codes polarisés, ça existerait aussi uniquement pour moi au niveau de la source. Donc là, on ne sait pas trop de quoi cette personne parle. Elle ne s'en explique pas. Elle a des affirmations dans des bouts de phrases toutes faites. Ça ne permet pas la compréhension. Et en plus, il y a des paradoxes dans cette phrase comme un monde de partage et de séparation. Ça ne va pas ensemble, de séparation et de partage. On fusionnerait le monde yin et le monde yang, c'est donc dans la continuité. Ce qu'elle appelle monde yin, c'est le monde angélique, qu'elle dit dimension unifiée. Finalement, pour moi, la dimension unifiée, ça n'est que la source. Et le monde yang, elle le caractérise comme ça, donc c'est le monde terrestre. Fusionner deux mondes, on ne sait pas où est le monde yin d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas une opposition entre les êtres humains sur Terre et tout le reste. Il y a X autres planètes dans l'univers, X niveaux de conscience et d'évolution dans l'univers, X races extraterrestres et civilisations extraterrestres, des entités, de l'astral, des âmes qui sont restées emprisonnées, qui sont encore dans des basses vibrations. De quoi parle-t-on quand on parle de monde angélique ? C'est trop peu précis pour pouvoir en tirer quoi que ce soit comme information intéressante et ça met le cerveau à l'envers toujours et encore. Et elle continue ainsi avant la fameuse phrase de 0 minute 48. Les personnes qui pratiqueraient les codes unifiés, donc le fait de fusionner le yin et le yang, à moins d'être la source, je ne vois pas qui pourrait faire ce coup de baguette magique, ces personnes s'ouvriraient. Alors elle dit en conscience, elle se reprend puisqu'elle s'est trompée, s'ouvrirait en cœur de façon signifiante, mais elle ne pourrait pas s'ajuster en ouverture de conscience au même niveau. Donc le fait d'ouvrir le cœur pour elle ne permettrait pas de mentaliser, puisque ce qu'elle appelle ouverture de conscience, je vous en parlais tout à l'heure dans les autres propositions, ouverture de conscience, c'est ouverture de conscience spirituelle, ouverture vers la conscience supérieure qui mène à l'éveil spirituel. Elle emploie cette expression ouverture de conscience pour dire mentalisation, conscientisation. Ça vient du terme conscientisation qu'elle confond, volontairement ou involontairement, le résultat est le même. Conscientisation confondue avec ouverture de conscience. Elle met l'ouverture de conscience
avant l'ouverture du cœur. La conscientisation, mentalisation se fait avant l'ouverture du cœur. L'ouverture de conscience, conscience spirituelle, évolution spirituelle se fait en suivant. C'est par l'ouverture du cœur qui s'est faite que l'ouverture de conscience peut se faire. Donc si on parle d'ouverture de conscience, c'est dans le bon sens. Le cœur grand ouvert permet une grande ouverture de conscience. Obligatoirement, de toute façon, quel que soit ce que l'on met derrière cette expression ouverture de conscience, même si on y mettait conscientisation, pour moi, il n'y a pas d'ouverture de cœur sans avoir conscientisé, sans avoir mentalisé certaines informations très importantes pour nous, êtres humains, ressorties de l'inconscient pour les ramener à la conscience et les conscientiser, les mentaliser, prendre acte, savoir que ça existe. De là, l'ouverture de cœur peut se faire. De là, l'ouverture vers la conscience supérieure peut se faire. De là, l'éveil spirituel se fait. Le contact avec l'âme est renoué et la possibilité de communiquer avec la source en direct, nous qui sommes des sens divines, peut se faire de nouveau de manière beaucoup plus fluide. Donc pour elle, elle dit aussi, donc en s'ouvrant en cœur de façon trop élevée et en pratiquant les codes angéliques, comment peut-on s'ouvrir de façon trop élevée au niveau du cœur? Je pose la question. Pour moi, ça n'est pas envisageable. On a le cœur fermé ou on a le cœur pleinement ouvert. Le cœur qui n'est pas pleinement ouvert, ça n'est pas encore une ouverture de cœur. Il n'y a pas de danger, bien au contraire, à être en pleine ouverture du cœur. Cette ouverture du cœur se fait souvent après une grande conscientisation, mentalisation, en pensant moins et en pensant mieux et en étant dans son mental supérieur et non pas dans le mental inférieur très influencé par notre inconscient personnel, lui-même influencé par l'inconscient collectif. Donc pour moi, on ne peut pas être trop dans l'ouverture du cœur. On ne peut pas y être de façon trop élevée en pratiquant les codes angéliques. Donc elle utilise des termes différents toujours pour parler des mondes unifiés, de la dimension unifiée, des codes angéliques ou des codes unifiés. Tout ça, c'est synonyme pour elle. Alors qu'il serait dans les codes terrestres. Pour elle, vu qu'on vit sur Terre, on doit être dans des codes yang. Alors, qui a codifié tout cela au niveau des énergies? C'est un mot qui lui est personnel. Le mot code, il est très impressionnant. Il est aussi manipulateur, répété vidéo après vidéo. Il procède à un matraquage au niveau du mental. Je ne suis pas pour ces répétitions de ce genre de mots qui appartiennent à une seule personne dans des expressions qui lui sont très personnelles. La façon de s'adresser aux autres est imposée, péremptoire même, je pourrais dire, comme quelqu'un qui vous dit c'est comme ça et c'est comme ça que vous allez penser, plutôt que de vous permettre de réfléchir dans un langage plus fluide et plus compréhensible. Donc ces personnes qui seraient dans les codes angéliques, alors que normalement elles devraient obéir aux codes terrestres, donc à la peur, à la maladie, à la souffrance, à la mort, à soumets-toi, puisqu'elle est très dans des considérations bibliques, donc très restreintes, ces considérations. Donc leur ouverture de conscience qui devrait s'ajuster ne se ferait que de façon déformée. Quand la mentalisation, conscientisation s'est faite, on a pris acte de certaines choses, on a déjà procédé à une certaine partie de levée du voile. De cette mentalisation, conscientisation, retour dans le mental supérieur plutôt que dépendre d'un mental inférieur très impressionnable et très conditionné, on passe dans l'ouverture du cœur qui nous permet, ouverture du cœur complètement faite justement, il faut que le cœur soit le plus ouvert possible, d'être dans l'ouverture de conscience. Plus on est dans ces dimensions plus élevées au niveau énergétique, au niveau de la grandeur qui s'ouvre devant nous, moins on est sujette à quoi que ce soit comme énergie basse. Première chose, cette ouverture de conscience nous amène donc dans l'éveil spirituel qui nous remet en communication avec tout ce qui est, avec la source. D'où une grande sérénité, beaucoup plus de plénitude et beaucoup moins d'interférences des mondes intermédiaires que nous ne connaissons pas tant que nous n'avons pas conscientisé, mentalisé qu'il existe des phénomènes invisibles qui influent sur nos vies. Après avoir mentalisé,
on n'est plus dans les peurs et on peut faire l'ouverture du cœur. C'est justement parce qu'on n'est plus dans les peurs que le cœur peut s'ouvrir, que la conscience supérieure peut s'ouvrir, que l'éveil spirituel se fait. Plus on a utilisé son mental à bon escient en pensant moins, mais en pensant mieux, en pensant bien, plus on est préservé, protégé, plus on est dans les bons plans de conscience, plus élargi, avec plus d'informations fiables et moins d'influence. C'est donc exactement l'inverse. C'est quand on est encore dans un mental restreint, et notamment à plus de 90% dans son inconscient, qu'on est empêché de faire l'ouverture du cœur, qu'on n'accède pas à l'ouverture de conscience, qu'on n'accède pas à l'éveil spirituel et à la connexion avec la source. Donc c'est à ce moment-là, quand on est encore dans ce mental restreint et ses peurs, que tout se fait de façon déformée, qu'on ne peut pas s'ajuster à tout ce qui est, donc à la source et à cette connexion à notre âme qui va être notre intermédiaire pour la connexion à la source, puisqu'elle est d'essence divine, cette âme. Et c'est là que c'est de façon déformée quand on n'arrive pas à faire tout ça et quand le cœur n'est pas assez ouvert, trop peu ouvert, et que l'ouverture en conscience supérieure, conscience spirituelle, ne s'est pas faite. La phrase arrive donc juste après, et les personnes pensant recevoir les belles pensées de leurs jumeaux ne feraient que recevoir les pensées démoniaques. Pour moi, c'est exactement l'inverse. Donc, pour ma conclusion, quand on n'est pas encore suffisamment dans la mentalisation, conscientisation de tout ce qui est, à un niveau intellectuel avec nos cerveaux, notre organe biologique cerveau qui a des connexions neurologiques, électromagnétiques, des flux électriques, réception d'informations dans ces moments-là qui nous permet de prendre acte et d'actualiser qu'il y a bien plus que ce que l'on croit, et donc on le mentalise, l'intellectualise. On peut faire l'ouverture du cœur, ouverture de conscience, éveil spirituel, connexion à la source. Ce qu'elle appelle pensée démoniaque inclut donc qu'il existerait des démons. On comprend qu'elle en a peur, qu'elle ne les connaît pas. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Ce que l'on appelle connexion énergétique pour nous les jumeaux et pour les personnes qui les ont, ça ne peut exister que pour les personnes qui expérimentent. Évidemment, si on n'expérimente pas, on va dire ça n'existe pas et on va essayer de le rattacher à autre chose. Ici, cette personne est dans des considérations très bibliques. Il existe bien des autres entités, des autres mondes, du bas astral, des races extraterrestres, sûrement amis, ennemis, qui nous utilisent, qui nous observent, qui veulent peut-être être guerrières et d'autres pacifiques ou nous protéger. Tout cela, ça existe. Tout cela en énergie, nous pouvons être en contact avec. Moins on est dans la mentalisation, ouverture de cœur, ouverture de conscience spirituelle, éveil spirituel, connexion à notre âme, connexion à la source, plus on est sujette aux inductions mentales de ces races extraterrestres, de l'astral, des basses énergies, de basses vibrations, de tout ce qu'il y a dans le bas astral. C'est donc totalement pour moi l'inverse, et ça empêche ce genre de phrases et de pensées impératives de faire peur aux personnes, donc de dire attention, si vous voulez vous connecter à votre jumeau, ça va être des pensées démoniaques qui vont vous donner des messages. Ce ne sera pas des vrais messages, ce sont des démons qui sont dans votre esprit. Ça empêche les personnes de développer leurs facultés naturelles de télépathie, de connexion à distance, de ressenti énergétique, d'intuition, de sixième sens et de perception extrasensorielle. C'est donc extrêmement préjudiciable et très grave de prononcer ce genre de phrase de manière aussi affirmative, simplement parce que, je le redis pour certaines personnes, ce qui n'est pas connu doit être démontré comme n'existant pas. Elles ne l'expérimentant pas, elles veulent affirmer ça n'existe pas, c'est autre chose. C'est très très dommageable. Et j'en termine avec la dernière proposition, donc qui sera plus vous amener à y réfléchir par vous-même pour que ce soit moins long. Une question donc pour cette 4e proposition qui m'a été posée par mail. La race extraterrestre reptilienne serait en fait une race terrestre et ne serait pas hostile avec les êtres humains, avec la race humaine. Il n'y a qu'une seule race sur Terre, c'est la race humaine. On ne parle plus depuis bien longtemps
de race noire, de race jaune, de race blanche, etc., etc. Je le dis parce que dans les propos de la personne dont on parlait précédemment, elle parle de race sur Terre. Il n'y a que la race humaine sur Terre, en aparté et en parenthèse. Je verrai ici donc cette phrase, parce que le sujet serait très très long à évoquer, mais c'est très intéressant, c'est pour ça que je vous la mets en avant. 3 questions. Donc, la race reptilienne existe-t-elle ou pas? Première chose, il faudrait apporter une réponse déjà. Est-ce que c'est une création de l'esprit ou de certains esprits? Est-ce que c'est un fake ou une réalité? Autrement dit. Deuxième question, la race reptilienne, si elle existe bien, est-elle extraterrestre? Est-ce que c'est une civilisation en dehors de la Terre ou est-elle intraterrestre, comme c'est évoqué à certains moments? Ce serait une race qui vivrait sous terre, dans l'intraterre. Deuxième question auquel déjà il faudrait répondre. Si elle existe, existe-t-elle bien? Et est-ce qu'elle est ici avec nous? Et depuis combien de temps? Voilà toutes les questions corollaires. Et puis troisième question, ce que l'on veut savoir ici, c'est est-ce que cette race est hostile ou amie, ou en tout cas pourrait être alliée dans le cas potentiel donc, de futurs combats avec d'autres races extraterrestres, invasibles, dans le potentiel du futur qui pourrait arriver ici pour nous sur Terre, êtres humains, est-ce que ce serait une alliée ou une race hostile? Alors, si elle existe bien, et qu'elle n'a pas été hostile jusqu'à maintenant, pourrait-on considérer qu'elle le soit maintenant? Qu'est-ce qu'on entend par hostile? Qu'est-ce qu'on entend par induction mentale que certains êtres de plans de dimension plus élevés seraient capables de faire avec nous? Est-ce que cette race reptilienne, si elle existait bien, en serait capable? Est-ce qu'elle est liée à l'inconscient collectif humain? Est-ce que les malheurs de la Terre pourraient être mis en relation avec une manipulation, une emprise de cette race extraterrestre? Vous voyez, ça pose énormément de questions, mais il faut glaner beaucoup plus d'informations qui ne peuvent pas être démontrées ni prouvées à ce jour, puisqu'il est dit aussi que cette race extraterrestre, si elle était bien ici, elle se cache, elle n'est pas visible, sauf à certaines personnes, on peut parler de shape-shifting et encore d'autres éléments. Donc ma question, encore une fois, trouvera réponse, les questions ici posées trouveront réponse dans vos capacités à ressentir les choses. Je ne l'ai pas précisé d'ailleurs par rapport à la proposition précédente, troisième proposition. Faisons la différence, et nous pouvons la faire facilement quand nous avons déjà avancé dans les ressentis au niveau de ces perceptions extrasensorielles. Quand on parle de démons, d'entités désagréables, d'entités manipulatrices, les ressentis ne sont pas agréables. On sait faire la différence entre un ressenti agréable ou pas, on est bien ou pas, on se met à avoir mal à la tête ou pas, à fatiguer, à descendre en vibration, à tousser, à sentir comme une odeur, comme une mauvaise odeur. Tous ces ressentis-là, même au-delà du 6e sens, même avec nos sens terrestres, on a des informations à mener par notre ressenti, si tant est qu'il est bien entraîné, que ce ressenti, on sache s'en servir, parce qu'on n'apprend même plus à écouter ce ressenti et à le développer. Et donc des pensées démoniaques nous feraient mal à la tête, des pensées agréables sont agréables. Pourquoi certaines et certains qui voudraient faire de l'induction mentale nous mettraient des pensées agréables quand on est en communication avec notre jumeau? Vous voyez, ça pose là aussi beaucoup de questions et les deux propositions s'enchaînent quelque part. Parce que certains disent, oui, les démons de la Bible, des religions, finalement, ce serait cette race reptilienne, et puis d'autres disent non, c'est d'autres races, mais ramèneraient ça à des races extraterrestres, donc ce serait un petit peu plus identifié, ces démons qu'on a dans les religions et dans la Bible, et ils existent bien, et certaines et certains d'entre nous les ont rencontrés, déjà à un jeune âge, on n'a pas du tout la même impression, les mêmes ressentis, c'est très différent de ce qui se passe avec un jumeau, pour celles et ceux qui sont en connexion à distance avec leurs jumeaux. Certes, c'est plus rare, ça n'est pas parce qu'on ne voit pas le vent que le vent n'existe pas, ça n'est pas parce qu'on ne voit pas l'amour que cette émotion suprême n'existe pas. Ce qui ne se voit pas n'est pas forcément inexistant. Ce qui n'est pas ressenti par les uns peut être ressenti par les autres. Voilà aussi pour cette 4e proposition donc sur l'existence d'une race extraterrestre
reptilienne qui, si elle existait bien, en fait, serait intraterrestre et serait là depuis très très longtemps et même avant nous, et que nous aurions cohabité, et pourquoi elle ne se montre pas, et pourquoi elle serait hostile maintenant, si elle ne l'a pas été avant, l'a-t-elle été sous d'autres formes? Ça pose toutes ces questions. Ce que je voulais soulever ici, c'était surtout la réflexion autour de ce sujet, où on a peu d'informations. Alors il y aura des messages par channeling, par canalisation. Donc est-ce que ces personnes sont bien canales? Il semblerait que ce soit très rare d'être canal sur Terre. De plus, cette forme de communication avec d'autres énergies hors terrestres serait préjudiciable à l'ADN. Ça, c'est une autre possibilité émise par certains. Les seules vraies communications seraient réservées à certaines personnes très particulières dont les savoirs et connaissances transmis derrière sont extrêmement nouveaux, des informations entendues nulle part ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup de channeling, de canal, c'est peut-être simplement la connaissance intérieure qui ressort et qui ont des informations, je ne dis pas que tout le monde pourrait avoir, mais qui ne vont pas faire la une des actualités de demain, qui sont des jolies choses, des jolies informations, ou des choses qu'on peut lire à droite à gauche sur des blogs, des articles internet ou voir dans des vidéos, mais qui ne sont pas des scoops. Ne peut-on pas appeler ça finalement la connaissance intérieure? Je laisse sous forme d'interrogation aussi. De la même façon, pour rebondir sur les pensées du jumeau, les belles pensées qui seraient en fait des pensées démoniaques et l'existence de races reptiliennes et d'autres qui seraient finalement ici sur Terre et pas ailleurs, et les guides, les maîtres ascensionnés, les entités du bas astral, qui est en contact avec quoi? Je veux bien effectivement considérer que beaucoup de personnes ne sont peut-être pas en contact avec qui elles croient. Mais là, on est dans des perceptions et des sensations, des ressentis différents, et on peut noter ce qui se passe, et on peut voir aussi si ça nous vient en état d'éveil, quelle sorte d'onde au niveau du cerveau, alpha ou theta, delta, attention. Est-ce que c'est au réveil après un rêve la nuit? J'ai largement déjà parlé dans une paire d'autres vidéos, je n'en parle pas tout le temps non plus, que pour moi, l'inconscient individuel est manipulé par certaines entités la nuit pendant le sommeil au travers des rêves et qu'on se réveille avec certaines pensées le matin, pas forcément très désagréables, mais en tout cas pas positives dans le sens pas suffisamment lumineuses, qui peuvent être des pensées pour manipuler l'ego, des volontés de devenir le roi du monde. J'avais cité l'exemple de certains hommes politiques qui sont sous contrôle mental d'ailleurs et qui la nuit doivent en subir beaucoup. En plus de ce subi ces opérations de contrôle mental, celles subies depuis l'âge de 15 ans, avec un contrôleur qui est de toute façon à la maison, comme ça, elle l'a sous la main. Autre exemple, on pourrait en citer plein. Voilà, bien sûr qu'il n'y a pas que des vibrations hautes, amies, positives, ici sur Terre et dans cet univers, et qu'on peut être en contact de plein de choses. Mais nos perceptions et nos ressentis nous permettent de faire la différence. Est-ce qu'on les fait tout le temps, ces différences, et à 100%? Peut-être pas, mais sur la totalité des connexions et des ressentis, pour en revenir aux jumeaux, on fait la synthèse et c'est quand même très très positif et très très agréable. Et pour celles et ceux qui sont en contact aussi avec leurs jumeaux, on peut le voir quand les regards s'échangent, quand les énergies physiques, même à 1 mètre ou 10 mètres de distance, sont là en présence, il se passe des choses très très fortes. J'en terminerai donc toujours avec la même conclusion. Certaines personnes ne peuvent pas y croire parce qu'elles ne le vivent pas. Il se pourrait même, on dirait, qu'elles soient agacées, énervées et qu'elles veuillent dévoyer l'existence réelle de ce genre de phénomène. On ne pourra pas faire les choses à leur place. Ça n'est pas parce qu'on ne vit pas quelque chose que ça n'existe pas. J'en terminerai ici avec cette conclusion et cette réflexion, et je vous invite vraiment toujours à être dans les meilleures dispositions au niveau de vos énergies corporelles, émotionnelles, neutralité, ouverture du cœur, ouverture de conscience, pour être dans les meilleurs ressentis, en prenant vraiment beaucoup soin de votre santé et en vivant dans des environnements très favorisants à ce genre de développement
au niveau personnel des connexions. Voilà ici pour ce 4e volet de la série Mima, et surtout si vous étiez prête ou prêt à dormir, faites quelque chose d'autre pendant 10-20 minutes. Si vous n'avez pas pris la douche, allez boire quelque chose de chaud, voilà, tout ce que vous voulez, écoutez de la musique, mais ne restez pas sur ce genre d'idées pour vous endormir. On a soulevé 2 propositions ici de moins haute vibration, dirons-nous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.